Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on va faire, on va peut-être déjà faire un petit point par rapport au webinaire. C'est donc sur les questions. Bon, voilà, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc il y a un onglet questions qui est sur votre droite, il y a un petit menu. Et c'est pareil, il y a aussi, avant qu'on rentre dans le webinaire, il y a aussi en bas le support du webinaire qui est téléchargeable en PDF. Donc ça vous permettra d'avoir le support. Comme je vous dis, il y a des questions. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup de monde ce webinaire. Donc on a pris la décision de répondre aux questions qui sont les plus récurrentes. Voilà, on vous répondra à quelques questions aujourd'hui, sachant que les autres questions, vous aurez des réponses. On ne vous oubliera pas et on reviendra vers vous par un mail directement pour faire des réponses beaucoup plus précises sur les questions. Parce qu'on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions aujourd'hui en direct. Donc, comme je disais, bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans un programme beaucoup plus général, ce qu'on appelle les programmes annuels d'ateliers technologiques, qui en fait, ce sont des programmes, des journées qui sont à destination des industriels de la filière de la plasturgie et des composites. Le but de ces webinaires, c'est d'amener de l'information technologique pour vous aider dans votre quotidien et répondre à vos enjeux. Aujourd'hui, ça va être les enjeux environnementaux et sociétaux, mais c'est aussi les enjeux technologiques. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des substances. C'est une question qui est récurrente, on le voit de manière, on en parle régulièrement en fait en termes de réglementation, d'interdiction, d'impact sur l'homme, l'environnement. Voilà, donc on voit que c'est une question qui est souvent sujet à de grandes questions par rapport aux matières, aux produits plastiques. Donc, on parle très peu en fait de comment on détecte la présence de ces substances, comment on les quantifie, voilà, et puis quelles sont aussi les conclusions qu'on peut tirer d'une analyse. C'est aussi des questions importantes, c'est qu'on a des résultats, et qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, comment on les interprète. Justement, c'est justement le point qu'IPC sur lequel on va insister aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a Delphine Tissier et Colette Bresse qui vont prendre la main juste après moi et qui vont vous parler de comment on fait une analyse de substance et comment on interprète les résultats et et comment ces résultats s'inscrivent par rapport à une réglementation ou une interdiction. Voilà, Delphine et Colette, je vous laisse la main. Eh bien, bonjour à tous et merci Yves pour cette introduction. Donc, on va faire la présentation de ce webinaire à deux voix. Donc, Delphine Tissier qui est à côté de moi et moi-même allons tâcher de vous apporter des informations pertinentes sur l'analyse des substances et surtout pour vous donner peut-être des éléments de réflexion qui permettront de gérer de manière un peu plus sereine ce sujet un peu complexe. Alors, je vais commencer moi par vous faire voilà. Je vais commencer, moi, par vous faire une présentation d'IPC. Peut-être que parmi les participants, certains ne connaissent pas encore le Centre technique IPC. Donc, il s'agit d'un centre technique industriel qui a vu le jour sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances et qui est là pour aider les transformateurs de plastique et composites à on va dire, s'approprier les défis de notre siècle et à pouvoir faire de l'innovation de manière cohérente et complètement pertinente par rapport à ce secteur d'activité. Donc, centre technique industriel de la décidément, j'ai un problème. Voilà. Donc, avec des missions classiques de centre technique industriel, avec une priorité, bien évidemment, concernant l'amélioration de la compétitivité de notre industrie nationale, et cela de manière pérenne grâce à de l'innovation et à la mise en place
de moyens technologiques qui peuvent justement accompagner tous les industriels bénéficiaires du secteur dans la filière. Donc, on appelle industriels bénéficiaires tous les industriels donc, du secteur d'activité concerné qui, grâce à la taxe fiscale affectée que nous percevons, nous permettent de réaliser des projets d'intérêt complètement collectif et complètement en accord avec leurs besoins. Donc, les secteurs d'activité qui sont couverts par IPC sont bien sûr vastes et concernent toute la plasturgie. Donc, bien évidemment, on va traiter de sujets en rapport avec le monde médical, avec l'aéronautique, la connectique, l'automobile, évidemment l'emballage qui est un peu au cœur de notre sujet aujourd'hui, mais pas uniquement. Et puis, un vaste monde qu'on appelle divers parce que effectivement, la plasturgie est présente dans de nombreux secteurs d'activité. Donc, pour mener à bien nos réflexions, IPC a mis en place des axes stratégiques d'intérêt qui ont été validés par le ministère et sur lesquels on est particulièrement investi. Donc, on va avoir l'économie circulaire. Ça, c'est pas forcément nouveau ou c'est pas forcément une nouvelle complètement confidentielle. On sait qu'aujourd'hui, le plastique est quand même examiné de près et vraiment challengé sur un certain nombre de secteurs, hein, que ce soit dans le cadre de l'éco-conception, de la gestion des déchets, de la recyclabilité. Et donc, IPC est particulièrement investi sur ces enjeux environnementaux et sociétaux. On a ensuite l'industrie du futur, parce que développer aujourd'hui des produits ou des articles en matière plastique, c'est aussi montrer qu'on est complètement cohérent par rapport à de l'innovation et que chaque industriel est en capacité de pouvoir personnaliser la production de ces articles de manière innovante et de manière performante. Et puis le dernier pilier, c'est le pilier produit à haute valeur ajoutée, où là, on peut travailler aussi sur des plastiques et des composites qui vont présenter des fonctionnalités complètement nouvelles et complètement pertinentes par rapport au sujet d'actualité. C'est de la réflexion sur la mise en place de capteurs qui permettent de faire des tris un peu spécifiques. C'est réfléchir à des enzymes qui peuvent être présents dans de la matière plastique et amorcer des dégradations. Donc, tous ces sujets-là sont aujourd'hui traités au sein d'IPC et sont bien évidemment présents au niveau des axes de recherche. Donc, 4 grands domaines d'activité qui sont développés dans notre centre technique. Donc, une organisation autour d'un pôle de recherche qui est là pour effectivement générer de la connaissance qui sera ensuite transférée à nos bénéficiaires, mais qui nous permet justement de monter vraiment, nous, en compétences et de participer à des programmes collaboratifs avec d'autres centres techniques nationaux ou internationaux et aussi de se rapprocher de centres de recherche plus institutionnels. Donc tout ça est vraiment d'intérêt pour notre centre technique. Aujourd'hui, on est présent dans une trentaine de projets collaboratifs, ce qui nous permet vraiment d'aborder un certain nombre de sujets et surtout de lever des verrous technologiques qui nous permettent de répondre à nos enjeux sociétaux environnementaux. Le IPC collectif, donc c'est bien gérer la taxe affectée qui nous est versée. Et comme je vous l'ai déjà un peu indiqué tout à l'heure, c'est l'occasion de pouvoir transférer aux industriels de la filière des connaissances qui ont pu être générées par l'intermédiaire de projets de recherche, mais également c'est participer à des anticipations de sujets qui sont d'intérêt complètement transversaux. Et puis IPC, c'est aussi des laboratoires, c'est aussi des plateformes, c'est aussi des moyens numériques qui permettent de répondre de manière complètement privée à des demandes industrielles. Et donc, à ce titre-là, on a une activité de prestation de services qui est complètement active et qui bénéficie bien évidemment de notre montée en compétences grâce aux projets de recherche et grâce aussi à nos projets d'action collective. 2 autres postes sont présents à IPC. Donc, le poste IPC normalisation, puisque nous avons désormais au sein de notre structure le BNPP, donc le Bureau de normalisation des plastiques et de la plasturgie.
ce qui nous permet d'avoir un relais complètement pertinent, actif auprès de la FNOR et des groupes de normalisation de manière un peu plus générale. Donc, tout ça nous permet, nous, de participer à des groupes de réflexion, de participer de manière active aussi dans le cadre de rédaction. Donc, ça permet aussi à la filière d'avoir un vrai relais au niveau du centre technique pour ensuite apporter et des besoins et des avis au niveau de la normalisation. Et puis une activité aussi qui est un peu plus récente, mais qui est complètement d'intérêt, c'est IPC certification, puisque désormais IPC peut conseiller les entreprises et apporter des certifications pour certains processus et certains produits. C'est le cas avec Recyclas, qui permet d'apposer sur des produits le label de aptitude au recyclage. C'est le cas avec TUV, puisque notre laboratoire de biodégradation ici à Clermont a cette accréditation et permet donc de déclarer des produits OK compost. Donc tout ça fait partie aussi des missions de notre centre technique. IPC, c'est une répartition sur le territoire. Donc aujourd'hui, nous avons 5 localisations. Donc à Paris avec le bureau de normalisation du BNPP, à Oyonnax, qui est notre entité historique et sur lequel est venu, on va dire, se développer le centre technique industriel, avec la présence d'outils, de plateformes assez lourdes qui nous permettent de faire du développement de plasturgie avec de l'injection, de la fabrication additive, laboratoire de caractérisation, de la simulation, et puis la présence de la ligne de recyclage et de recyclabilité qui est quelque chose de nouveau et puis quelque chose de complètement unique au niveau du territoire. Sur Alençon, nous avons notre unité qui présente une plateforme en lien avec l'extrusion et qui a une spécialité forte dans le domaine du développement des matériaux biosourcés. Sur Laval, notre centre de développement des matériaux composites, avec là aussi des plateformes de développement et une partie plus numérique. Et puis Clermont-Ferrand, qui est on va dire notre port d'attache à Delphine et à moi-même, où nous menons des travaux, on va dire, d'analyse d'impact de manière un peu générale. Notre spécialité initiale était vraiment liée à l'emballage, mais de plus en plus, on est amené à réfléchir à ces sujets de comment gérer la présence de substances dans des matières plastiques et comment surtout évaluer l'impact de la présence de ces substances vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis de produits contenus. Et on a au niveau de notre site des laboratoires et également des équipes qui sont plus spécialisées dans l'analyse environnementale et qui aussi réfléchissent à comment bien gérer les microplastiques. Donc, fort de ce maillage sur le territoire, on essaye d'apporter le maximum d'informations à nos bénéficiaires, mais pas que, puisqu'on est aussi au service de la totalité du monde industriel. Au programme aujourd'hui, pour entrer un peu dans le vif du sujet, après cette présentation qui a été que je viens de vous faire, on va travailler un petit peu à vous montrer comment gérer au mieux les substances qui sont présentes dans nos matières plastiques. Donc, Delphine va prendre la parole sur ces sujets très pratico-pratiques pour essayer d'être pragmatique et de vous apporter des réponses à vos questions. Parler d'un contexte, parler des enjeux, parler aussi des substances qui sont présentes dans les matières plastiques. Elles sont nombreuses, mais on peut essayer quand même de trouver des familles et surtout de savoir quel est leur statut vis-à-vis un peu de la toxicologie. On va parler longuement des techniques en chimie analytique pour essayer de vous apporter des éclaircissements quelquefois par rapport à des méthodes qui peuvent vous être présentées dans des rapports d'analyse et qui peuvent être finalement quelque chose d'un peu nébuleux pour vous. On va parler aussi des réserves qu'on peut avoir par rapport à la préparation des échantillons de polymères. Parler de stratégie analytique, parce qu'en fonction de la réponse qu'on veut avoir, en fonction de la question, en fonction on va dire, du périmètre dans lequel on veut avoir une réponse, la stratégie ne sera pas la même. On va avoir aussi un point assez précis sur les limites de l'analyse et ce à quoi on peut s'attendre en fonction de ce qu'on met en place.
3 études de cas qui permettront justement de vous montrer qu'en fonction des périmètres, on fait appel à différents moyens analytiques et on a des réponses appropriées. Et puis, je finirai par vous faire un petit bilan de ce qui a été présenté, une conclusion, et puis on tâchera, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions si vous en avez. Et comme Yves l'a précisé en début de séance, on tâchera de répondre à toutes vos questions si le temps qui nous reste n'est pas suffisant. Donc, je vais passer la parole à Delphine, hein, qui est donc notre ingénieure chimiste avec une vraie expérience sur la partie analytique. Et donc, elle va dérouler le programme que je viens de vous présenter. Bon webinaire. Merci Colette, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme disait Colette, donc effectivement, on va dérouler le programme. On va commencer par un contexte réglementaire par rapport aux substances. Alors, donc, tout ce qui concerne les substances présentes dans les plastiques est encadré par différentes réglementations européennes dans le but de contrôler leur utilisation dans les plastiques ou dans d'autres matériaux, et dans un enjeu de santé publique et de protection de l'environnement, et aussi dans un but de communication de leur présence et des dangers potentiels des substances présentes dans différents articles. Donc sur cette diapo, vous avez différentes réglementations qui encadrent les substances dans les plastiques. Celles qui sont en bleu, violet, enfin, si vous voyez les couleurs comme moi, concernent tous les secteurs industriels et tout type de matériaux, plastiques ou non. On a du coup la réglementation REACH qui date de 2006, la réglementation CLP, le règlement POP, et après on a aussi des réglementations européennes qui touchent des secteurs spécifiques comme l'alimentaire par exemple et le plastique. On a le règlement alimentarité, le numéro 10/2011 qui concerne les plastiques vierges destinés au contact alimentaire, et le règlement de 2022 qui est donc très récent, qui porte sur le plastique recyclé destiné au contact alimentaire. Donc ça, c'est plutôt sectoriel, alimentaire et plastique. Et après, on a la directive RoHS qui porte sur tout type de matériaux, mais dans un secteur électrique ou électronique. Donc si on parle un peu plus précisément de ces réglementations, alors on a d'abord la réglementation REACH, donc c'est l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques sur le territoire européen, dans le but d'imposer des obligations aux différentes entreprises pour enregistrer, évaluer et surtout pour communiquer de la présence des substances chimiques toxiques ou non d'ailleurs sur les différents acteurs de la chaîne de fabrication, de la fabrication d'un mélange, par exemple de peinture, jusqu'à l'applicatif final, pour avoir une meilleure gestion des risques associés à la manipulation de différents mélanges de substances ou différents articles contenant des substances toxiques ou non. Et on a, par rapport à sa réglementation REACH, une liste SVHE qu'on appelle substances classées extrêmement préoccupantes au nom de la réglementation REACH, qui compte aujourd'hui 235 substances et qui a pour but aussi de communiquer si un produit, donc mélange de substances ou un article produit fini, contient une de ces substances classées SVHE, avec un seuil réglementaire aussi à déclarer dans le cas d'une fabrication d'un produit fini qui contient ce type de substance. Et cette réglementation aussi restreint effectivement l'utilisation de certaines substances dangereuses dans le but de limiter l'utilisation et de les substituer par des substances plus vertes ou plus saines pour l'homme et l'environnement. Donc ça, c'est pour la réglementation REACH. Après, on a la réglementation CLP, qui est la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges, toujours aussi dans un but d'améliorer la communication aux travailleurs et aux consommateurs des dangers des substances présentes dans tous les produits. Donc ça vu le jour il y a plusieurs années avec des pictogrammes de dangers qui ont changé par rapport aux premières réglementations. Donc c'est ceux qu'on voit en tout petit sur... attendez, je vais juste vous mettre le pointeur. Voilà, en tout petit sur le début de la ligne. Attendez, j'ai un problème pour passer à... Excusez-moi, j'ai un petit souci de déroulement de PowerPoint. Après, on a la réglementation POP,
pour les polluants organiques persistants. Donc ça représente 31 familles de substances toxiques qui représentent en tout 300 environ substances chimiques. Donc le règlement vise à interdire la production, la mise sur le marché et l'utilisation de ces substances dites polluants organiques persistants. Ensuite, on a de la réglementation RoHS. Comme je disais tout à l'heure, ça touche les équipements électriques et électroniques et aussi dans le but de restreindre les substances dangereuses. Et après, le dernier règlement qui a été évoqué précédemment, c'est l'alimentarité. Donc effectivement, comme je disais en préambule, le règlement numéro 10/2011 concerne les plastiques vierges destinés au contact alimentaire. Et dedans est listé les substances qui sont autorisées à être contenues dans leur composition. Et un nouveau règlement qui est apparu en novembre 2022 sur la maîtrise des plastiques recyclés, toujours dans un contexte de contact alimentaire. Alors là, on a fait un focus plastique, mais effectivement, il y a d'autres règlements cadres qui régissent aussi l'alimentarité dans d'autres types de matériaux comme le verre ou tout type de matériaux. Mais là, on a fait un focus sur cette réglementation-là. Ensuite, par rapport au cadre plastique, si on prend en compte l'enjeu de l'économie circulaire, il y a d'autres réglementations qui touchent le secteur, par exemple, de l'emballage, avec des directives qui touchent les emballages et les déchets d'emballage, comme la directive 94/62/CE. Toujours pour les substances, la réglementation REACH qui va toucher aussi cette réglementation-là. Pour les matériaux, il y a la directive sur la réduction des plastiques à usage unique, dans un but aussi d'avoir moins d'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Et après, les directives sur les déchets par rapport à un paquet économie circulaire, avec aussi le nouveau règlement européen PPWR sur Plastic Packaging Waste Regulation, qui a pour but aussi d'améliorer aussi les déchets plastiques au niveau européen et mondiaux. Et tout ça aussi va encadrer les substances présentes dans les plastiques en mettant l'accent sur, par exemple, si on veut recycler un matériau, et l'appliquer sur un nouveau secteur industriel, il sera important et nécessaire d'avoir la composition chimique de ce matériau plastique dans un but de pouvoir le réutiliser ou le réimplanter dans un nouveau secteur, et aussi de savoir aussi comment le recycler en fonction de sa composition chimique. Alors attention, ces deux slides sont succincts par rapport aux diverses réglementations qui existent à l'heure actuelle sur les substances dans les plastiques. Il y a par exemple une liste pour l'automobile qui est GADSL, qui est pour Global Automotive Substance List pour l'automobile, qui régit aussi les substances qui peuvent être présentes dans un article destiné à être dans le secteur automobile, et plein d'autres. Et donc, il est nécessaire de faire une veille régulière sur ces différentes réglementations. Elles évoluent régulièrement et souvent, et si on veut être à jour par rapport aux substances présentes dans les plastiques ou autres matériaux, il est important de faire une veille pour suivre la conformité de vos produits sur la mise sur le marché. Alors, une fois qu'on a parlé des contextes et enjeux de l'analyse des substances dans les plastiques, il est important de faire un focus sur les substances présentes dans ces plastiques. Les plastiques, mais comme vous le savez, sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels, du jouet aux fournitures mobilier de bureau, au packaging, l'électrique, électronique, on en a parlé, au transport, aux cosmétiques, aux dispositifs médicaux, aux bâtiments, à la construction, au textile, à l'agriculture, etc., etc. Donc tous ces secteurs utilisent du plastique. Et si on fait un focus sur le secteur de l'emballage, pour le graphique qui est, enfin, pour le schéma qui est à droite, on a aussi différentes matrices polymériques en fonction des applicatifs. C'est que chaque plastique a une performance ou des propriétés qui sont favorables à différentes typologies d'aliments, par exemple. Donc, il est important de noter qu'il y a aussi différentes matrices polymériques suivant les secteurs par rapport aux performances et aux fonctionnalités qu'on veut apporter aux matériaux. Donc, pour avoir une performance et une fonctionnalité qu'on désire par rapport à l'application finale du plastique qu'on
qu'on utilise ou qu'on fabrique, par exemple, on a différentes typologies d'additifs qui sont présents dans les plastiques. On peut avoir des plastifiants, des retardateurs de flamme, des antioxydants, des stabilisateurs, des colorants, des lubrifiants, des stabilisateurs UV, des charges. Et tous ces composés, aussi nombreux qu'ils sont des substances chimiques en tant que telles. Et comme à chaque fois on change les additifs, la formulation pour avoir une fonctionnalité différente, un applicatif différent, ce qui représente comment dire, des scénarios de composition chimique pour les plastiques qui sont infinis. Pour exemple, ici sont mentionnées quelques familles de produits par rapport aux additifs plastiques. Par exemple, aux antioxydants, on trouve beaucoup de composés phénoliques. Pour les plastifiants, la famille des phtalates, qui est très connue en termes de plastifiants. Pour les retardateurs de flamme, on retrouve souvent des composés bromés. Pour les polyoléphiles, on trouve souvent des agents glissants comme les rucamides, oléamides, stéramides, par exemple. Donc, juste pour citer à peu près, voilà, effectivement, les différents additifs qu'on peut avoir par rapport aux applications matrices polymériques et par rapport aussi à leur taux en présence dans les matériaux. Il y a eu un programme d'environnement fait par United Nations qui a diffusé un rapport technique l'année dernière ou en début d'année sur les produits chimiques contenus dans les plastiques. Et ils ont recensé le nombre de substances présentes dans ces matériaux-là, issus de différentes publications, différentes bases de données. Et il s'avère qu'effectivement, plus de 13 000 substances sont associées au plastique, avec, sur ces 13 000 substances, plus de 6 000 substances sans danger pour l'homme ou l'environnement, plus de 7 000 substances recherchées pour leur danger déjà connu et avéré, et plus de 3 000 substances avec un danger potentiel ou à surveiller. Et donc, ce qui représente voilà, un nombre important de substances à sourcer ou à rechercher. Et dans ces substances, il y a aussi une notion qui est importante à avoir en tête, c'est qu'on a les substances qui sont ajoutées de façon volontaire. On appelle ça les IAS dans le terme anglais. Et aussi celles qui sont ajoutées de façon non volontaire. Les non volontaires, alors les volontaires, c'est celles qu'on met dans la formulation de départ, la recette de départ de votre plastique et qu'on connaît, on sait qu'on le met dedans, donc on sait qu'on va le retrouver en finale dans le plastique. Et il y a ceux qui sont pas mis de façon non volontaire et qui résultent de pollution, de produits de dégradation ou des impuretés liées au process ou à la fabrication du composé, mais qui sont aussi visées par la réglementation. Pourquoi? Parce qu'elles sont contenues dans le plastique ou dans le produit final. Et si ces substances ajoutées de façon non volontaire présentent un risque toxicologique pour l'homme et l'environnement, de plus en plus de réglementations demandent de vérifier quelles substances non volontaires sont présentes dans une matrice polymérique. Et ça, c'est là la complexité de l'enjeu de la stratégie analytique, c'est de trouver, identifier des substances qu'on ne connaît pas. Maintenant qu'on a parlé de substances présentes dans les plastiques, on va préciser un peu les techniques en chimie analytique qui permettent de détecter ces substances-là. Alors, ici, vous avez un petit… Alors, on ne peut pas mettre toutes les méthodologies analytiques, puisqu'il en existe aussi de nombreuses combinaisons entre la technique de séparation et la technique de détection, mais c'est un petit résumé, on va dire, qui est de classification des techniques analytiques par typologie de substance. Il faut savoir que quand on recherche une substance, ce qui nous intéresse, nous, au point de vue chimie analytique, c'est de savoir quelle est la nature chimique du composé. Est-ce que c'est un composé organique, volatile ou non? Si c'est un composé organique, on va plutôt cibler des techniques qui sont des chromatographies phase gazeuse, liquide, de la thermogravimétrie associée à différents détecteurs, ou une spectrométrie UV, ou alors de la RMN. Mais ça va régir un peu la stratégie analytique ou la technique. À chaque fois, la technique qu'on cite ici sera associée aussi à un détecteur pour pouvoir détecter la molécule. Après, si on s'intéresse aux éléments chimiques comme le brome, le plomb, le cadmium, l'aluminium ou le chrome par exemple, on va s'intéresser plutôt à des techniques comme la spectrométrie à plasma à couplage inductif, l'ICP, ou de la spectrométrie à fluorescence X,
ou alors la diffraction à rayons X, ou alors la microscopie électronique à balayage couplée à un détecteur de rayons X. Donc, tout dépend de ce qu'on recherche. Et si on s'intéresse à savoir quelle est la macromolécule ou est-ce qu'on a des microplastiques, on va plus choisir une technologie comme la spectrométrie infrarouge, ou pour étudier le polymère, plutôt de la chromatographie à exclusion stérique. Donc, là encore, ce n'est pas exhaustif, mais ça permet de bien prendre connaissance qu'une technique analytique est choisie en fonction du composé qu'on recherche. Enfin, en tout cas, la nature chimique du composé qu'on recherche. C'est à peu près la même façon, mais présenté différemment, c'est-à-dire que soit vous avez une analyse ciblée, donc la target analyse, ou soit vous avez une analyse non ciblée, un screening. On entend par analyse ciblée de savoir est-ce que vous savez ce que vous recherchez. Ou alors, si vous ne savez pas ce que vous recherchez, donc c'est une analyse non ciblée, donc là ça peut être un screening. Dans tous les cas, on va procéder de la même façon si, même pour une analyse non ciblée, on veut s'intéresser aux molécules volatiles, on va faire une extraction par chauffe Headspace SPME par exemple, et après on va faire des détections, une séparation et une détection par chromatographie phase gazeuse. Et après, si on a du semi-volatile ou du non volatile, on va passer par une extraction liquide et après une analyse par chromatographie gazeuse ou liquide. Et à chaque fois, on va détecter par différents détecteurs qui existent au niveau technologie. Et les détecteurs vont être choisis en fonction aussi de leur sensibilité par rapport au seuil de détection qu'on vise ou par rapport à la teneur attendue de la molécule recherchée. Si on cherche des traces, par exemple, on va privilégier un détecteur avec une forte sensibilité. Alors, ici, un diagramme de position ou de différentes technologies analytiques qui vous montre en bleu foncé donc les techniques qui vous permettent d'avoir une information élémentaire, donc à savoir si on a du plomb, du chrome, etc. En orange, une information élémentaire et aussi une information morphologique avec de l'imagerie associée. Et après, en rouge, les informations de liaison chimique, de structure moléculaire ou de structurelle ou de substance. Et ces différentes techniques n'auront pas le même surface d'analyse. Donc, c'est important de savoir si on veut, si on a un matériau qui est hétérogène et qu'on veut cibler vraiment une zone précise de l'échantillon, il faudra bien penser à prendre en compte le point d'analyse de la technologie analytique. Et aussi, ce qui va rentrer en compte, c'est le seuil de détection. On voit là sur le diagramme qu'on va de 10 ppb à des pourcentages beaucoup plus élevés. Et les sensibilités sont aussi liées aux technologies analytiques. Donc, on sait que l'ICP est une technique, donc la spectrométrie à plasma inductif a un seuil de détection assez bas, comme la chromatographie liquide couplée à détecteur de masse. Donc, il faut aussi prendre en compte ce seuil de détection-là pour le choix analytique qu'on va choisir pour la stratégie. Alors, une fois qu'on a parlé un peu des différentes techniques analytiques, il est important de préparer l'échantillon. Donc, pour préparer l'échantillon, vous avez différentes possibilités et surtout plusieurs réflexions à avoir. Vous devez être représentatif, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à la prise d'essai, bien homogénéiser la matière par différents moyens avant de prélever si l'échantillon est hétérogène. On peut avoir recours à différentes étapes préliminaires de préparation d'échantillons comme la filtration, le tamisage, le broyage. Important aussi de faire un plan de prélèvement et un échantillonnage. Si vous avez une matrice qui est hétérogène, eh bien penser à la préparation, de ne pas faire qu'un seul prélèvement, mais d'en faire plusieurs pour avoir après un résultat au niveau analytique qui soit une bonne cartographie de votre matière à analyser. Bien évidemment, éviter les contaminations et encore plus quand on est sur de recherche de traces. Donc, faire attention à l'ambiance du laboratoire, attention aux manipulations, aux équipements utilisés. C'est vrai pour rechercher des traces, mais aussi bien de ne pas avoir une substance qui se rapproche de celle que vous recherchez et qui peut du coup vous rendre un résultat erroné. Et après, bien choisir la méthode de préparation. Comment j'extrais, comment je sépare. Et tout ça, l'étape de préparation est en tant que telle une étape
de la stratégie analytique. Donc, il faut bien penser à faire cette étape de préparation, à réfléchir comme on l'a fait, à la valider aussi, pour avoir une analyse qui soit correcte par rapport à la suite. Et attention, la préparation représente 50% du résultat. Donc, une préparation qui n'est pas complète ou qui n'a pas bien étudié ou validé peut vous rendre, vous rendra un résultat erroné par rapport à ça. Après, par rapport à la préparation d'échantillons, un petit focus par rapport au polymère. Vous avez 2 stratégies aussi de préparation. Soit vous passez en base solvant, c'est-à-dire qu'on prépare les polymères en base solvant, soit en extrayant le solvant via un solvant à chaud, mais là, on fait juste l'extraction à chaud, ou soit en dissolvant le polymère à 100%. Dans tous les cas, il faudra choisir le solvant adéquat par rapport à une matrice polymérique. Si on veut dissoudre totalement la matière pour après le reprécipiter pour garder en solution les substances d'intérêt, il faudra choisir le solvant par rapport aux matrices polymériques. Donc, dans le tableau, vous avez des exemples de solvants à utiliser par rapport à ça. Ou alors, mais attention, il faudra prendre en compte effectivement la solubilité de la substance recherchée. Et on a une autre stratégie aussi de préparation, c'est qu'on utilise la chauffe, donc on chauffe la matière pour pouvoir sortir par exemple les composés organiques volatiles. Mais là encore, il faudra prendre en compte les températures caractéristiques de la substance recherchée et du plastique. Si on parle de la stratégie analytique maintenant, donc comme on l'a évoqué, il y a le plastique qui est important, la substance est importante et la technique analytique sont importantes. Donc à chaque fois, il faudra se poser différentes questions pour pouvoir choisir la bonne stratégie analytique. Donc pour le plastique, on l'a déjà évoqué précédemment, il faut savoir quel plastique j'ai sous la main, quelle est la forme, la taille, l'échantillonnage, la zone de prélèvement, est-ce qu'il est hétérogène. Pour les substances, quelle substance j'ai à étudier, est-ce que c'est de l'organique, l'inorganique, est-ce qu'elle est présente de façon homogène dans l'échantillon, est-ce qu'elle est localisée dans une certaine zone, quelle est la teneur attendue, estimée, sa solubilité, sa toxicité, sa polarité, etc., etc. Et pour la technique analytique, il va falloir connaître la tolérance analytique, le seuil de détection. Est-ce qu'on veut faire du qualitatif ou du quantitatif? Est-ce qu'on veut une valeur chiffrée ou est-ce qu'on veut juste savoir si elle est présente ou non, etc. Et tout ça fait partie entière de la stratégie analytique. Donc, si on fait un petit schéma, on va dire, d'équation, il nous faut prendre en compte la réglementation, aussi les substances d'intérêt qu'on recherche, quelles sont les matrices polymériques, quelles sont les méthodes analytiques qu'on va utiliser d'interne, se référer à une norme, référer à un cahier des charges client, peu importe. Et tout ça fait une stratégie analytique. Et dans les choix de méthodes analytiques, vous allez trouver soit des méthodes quantitatives ou soit des méthodes qualitatives. Et tout ça, comme je disais, ça fait partie entière de la stratégie analytique. Et si on déroule une stratégie, si on fait un focus sur la stratégie d'analyse quantitative, donc on sélectionne la stratégie. Donc, est-ce que la substance est connue ou non? Est-ce qu'on a des talons pour faire du quantitatif? On choisit la méthode de préparation et de quantification. On fait aussi une veille normative ou bibliographique pour avoir tous ces éléments-là. Après, on passe par une phase de développement où on optimise le plan d'expérience, on décrit la procédure. Ensuite, il faut valider la méthode en regardant est-ce que le but, c'est quand même d'avoir un résultat précis, on fait de la quantification. Donc, il faut vérifier que notre méthode elle est robuste, qu'elle est linéaire, qu'on est sensible, qu'on est juste, qu'elle est précise, et que la limite de détection et de quantification est conforme à nos attentes et à notre cible visée au niveau réglementaire. La tolérance analytique aussi prendre en compte, bien évidemment. Et après, on peut passer à un transfert en laboratoire et utiliser la méthode en routine, avec une revue de performance et un test de conformité. Et dès lors qu'on change un élément dans la stratégie analytique, on est obligé de redérouler le cycle et repasser par un pré-développement et la validation. Et tout ça doit être régi aussi par un système qualité avec un équipement qualifié et suivi métrologique, des opérateurs qualifiés, des protocoles de validation, des modes opératoires et forcément des critères d'acceptation qui nous donnent un feu vert de vérification avant de lancer une séquence analytique. Donc, tout ça pour vous montrer qu'une stratégie d'analyse quantitative, par exemple, est aussi compliquée parce qu'il y a beaucoup de
d'étapes à respecter et à suivre, et on n'a pas le droit, on va dire, de s'écarter. Alors, on va arriver aux 3 études de cas IPC. Donc, c'est des exemples parce qu'on ne peut pas passer à plusieurs études de cas. On fait beaucoup de choses à IPC, donc on a ciblé des plus thématiques. Donc, on a une étude de cas sur l'alimentarité selon le règlement numéro 10/2011, donc pour le plastique destiné au contact alimentaire. Dans ce règlement, on a des substances soumises à restriction. Donc, quand on a une demande comme ça du client ou sur un projet, il faut d'abord connaître les substances soumises à restriction via les déclarations fournisseurs, des fiches techniques matières. Ensuite, on passe par un test de migration au laboratoire. Donc, on met en contact l'emballage avec un simulant sur les bases des exigences du règlement numéro 10/2011. Les contacts, la durée, le temps et le simulant sont à choisir selon l'application de l'emballage plastique et selon aussi l'aliment qui va être contenu. Pour le test de migration spécifique qui nous permet de regarder la migration de la substance soumise à restriction, on prend le simulant du coup et on va doser dans le simulant la molécule ciblée. Bien évidemment, il faut avoir le réactif étalon et après on quantifie la substance. Et à la fin, ça nous permet de conclure par rapport à un enjeu réglementaire qui est le règlement 10/2011, de savoir est-ce que le résultat de migration spécifique en laboratoire est conforme aux exigences du règlement 10/2011 avec la prise en compte de la tolérance analytique. Si on cherche si on cherche une LMS, enfin une migration spécifique à 10 ppb, par exemple, on va viser un seuil plus bas, mais le résultat sera vraiment mis en corrélation avec la tolérance analytique. Ça, c'était l'étude de cas donc, sur l'alimentarité. Si on va à l'étude de cas plus complexe, qui est des substances ajoutées de façon non volontaire, dans le cas d'un plastique de contact. Donc, pour rappel, les substances ajoutées de façon non volontaire peuvent être une impureté, un produit de dégradation, un subproduit, une contamination de process. Si on veut identifier ces inconnus. Alors, on va passer le diagramme, c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour montrer que le déroulement est compliqué. Pour identifier une substance inconnue, on va d'abord cibler les volatiles par la chromatographie gazeuse couplée à un détecteur spectrométrie de masse. Les non volatiles, on fera de la chromatographie liquide. Et après, on suit le déroulement. On essaie d'identifier par une base de données NIST, par exemple. Après, on confirme par un standard, etc., etc. Pour arriver en fin de course, notre objectif, c'est identifier la substance. Mais pour arriver à tout ça, il faut vérifier avec les talons, vérifier en quantification, confirmer par un standard pour confirmer ou non qu'on a bien identifié la bonne molécule. Ce n'est pas exhaustif. Il y a des substances ajoutées de façon non volontaire qu'on ne va pas arriver à détecter, d'autres qui seront détectées mais pas identifiées, d'autres qui seront connues mais non autorisées, et d'autres qui seront connues et autorisées. Donc, cette notion de NIAS qui maintenant qui arrive beaucoup dans la réglementation est un enjeu analytique qui est important, et même à l'heure actuelle, on n'a pas toutes les méthodologies analytiques pour arriver à un 100% déformulation. Donc aussi, déformuler à 100% un matériau plastique est impossible. Donc on aura toujours une part d'information, surtout si on cherche des traces de molécules. Donc, et même si on ne s'intéresse pas aux traces, qu'on déformule un plastique, on a 30% de molécules qu'on voit mais qu'on n'arrive pas à identifier. Les moyens analytiques à l'heure actuelle d'identification ne sont pas assez performants. Donc là, c'est un verrou technologique. Un troisième étude de cas, et le dernier, c'est nous, à l'heure actuelle, depuis 2 ans, à IPC, on travaille sur le screening des substances présentes dans les matériaux plastiques recyclés, dans le but d'incrémenter une base de données substances propre à IPC qui s'appelle Polymeo. Donc là, comment ça se passe? On a un demandeur, un plasturgiste ou un bénéficiaire qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans son plastique recyclé. On régit ça par un contrat, on reçoit les matériaux plastiques recyclés, on prend des informations sur ce matériau-là parce qu'identifier des substances, mais pas le référencer à un descriptif de matière, c'est dommage parce qu'après on pourra sortir comme ça des substances par grade de matière ou par origine du déchet, par exemple. Après, on fait une stratégie analytique pour faire un screening qualitatif, et aussi on s'intéresse au dosage de SVHC à IPC. Une fois qu'on a fait tout ce screening-là, l'identification qui est assez long et
est complexe, on fait un rapport au client et on intègre ces données-là dans la base Polymio sous couvert de confidentialité, bien évidemment. Si vous avez des questions sur la base Polymio, qui a aussi une base de données plus large avec des données matériaux plastiques, matériaux biosourcés, vous avez le contact qui s'appelle Raphaël Croibier pour avoir des informations sur cette base. Et tout ça, c'est aussi une étude de cas IPC sur la partie substance dans les matières plastiques recyclées. Donc, j'en ai fini pour la partie technique. Je vais repasser la main à Colette Bresse pour conclure et faire un bilan de différentes informations qu'on a vues aujourd'hui par rapport à ça. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Et je repasse la main à Colette Bresse. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations qui peuvent paraître denses, mais qui sont complètement réalistes par rapport au sujet. Donc, simplement pour conclure, moi, ce que je voulais apporter comme message, c'est qu'en fait, quand on veut se lancer dans de l'analyse de substances, on est vraiment dans un contexte d'enquête. On n'a pas de réponse toute faite. Et en fait, on est vraiment dans une collecte d'informations et en fait dans un cycle de données qui doivent être transmises en fonction des fournisseurs et en fonction des différents intervenants dans la chaîne de valeur. Le message à apporter, c'est qu'il n'existe aujourd'hui pas de méthode universelle. La méthode presse-bouton qui consisterait à dire je prends un bout de mon plastique, je le mets dans un appareil, je clique sur un bouton et j'ai la déformulation complète, n'existe pas. Ça peut peut-être dans un avenir lointain être le cas, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, il faut toujours être très vigilant par rapport à ce que vous, industriels, vous demandez et par rapport à ce qu'on vous propose. Donc, si on revient un peu de manière synthétique sur tout ce qui a été abordé, quand on veut travailler sur de l'analyse de substances et connaître ce qui est présent dans son matériau, ben, il faut déjà se référer à son besoin. Donc, quelle est l'autorité qui régit mon secteur d'activité? Qu'est-ce que me demande mon client? Et quelles sont les exigences par rapport aux substances? Donc, déjà, on définit un premier périmètre et ensuite, on va se rapprocher de son article. Quel est mon article? Comment il est composé? Donc, quelle est sa nomenclature? Quelles sont les différentes pièces qui vont être présentes au niveau de sa conception? Est-ce qu'il y a un corps, un col, un bouchon, un ressort, etc. Donc, cette nomenclature permet d'être assez précis par rapport à l'article. Et ensuite, en fonction des articles, je vais avoir des matières qui peuvent être différentes. Donc là, on rentre encore dans de la complexité. Donc, en fonction des matières, je vais avoir des fournisseurs différents et les informations qui vont être transmises par mon fournisseur, elles vont être appréciées de manière là aussi très variable. Donc, par rapport à mes composants, c'est quoi la masse de cette matière par rapport à mon produit fini? Donc, tout ça est une vraie stratégie et une véritable enquête avec des interrogations qu'on fait à nos différents interlocuteurs. Et puis, lorsqu'on a collecté un maximum d'informations, il faut que j'aille à la pêche aux substances. Alors, aller à la pêche aux substances, ça peut être quelque chose de relativement, entre guillemets, facile parce qu'on a un fournisseur qui va donner des identités très précises de nos substances, mais ça peut être beaucoup plus complexe parce que quelquefois, le fournisseur ou ne dispose pas de la totalité des informations ou peut se retrancher derrière du secret industriel et quelquefois il peut être assez compliqué de pouvoir collecter ces données. Donc pour connaître, on va dire, les substances dans un produit, on va avoir de l'enquête documentaire, on va avoir de l'enquête aussi plus bibliographique, on va avoir de l'enquête au niveau du laboratoire en demandant de faire des analyses et des essais, mais comme le disait Delphine tout à l'heure, on ne sera de toute façon pas exhaustif ou alors à mettre des moyens extrêmement conséquents et un travail sur plusieurs mois. Mais c'est, on va dire, en mettant tout ça en commun qu'on peut avoir le maximum d'informations par rapport à nos produits. Alors, je voulais simplement faire un petit focus sur la connaissance qu'on peut avoir précise des substances et des
et des quantités, c'est que grâce à ces données, on peut nous aussi, en tant que laboratoire, faire de la modélisation. Et ça peut être intéressant pour l'industriel, dans le cadre, par exemple, des transferts de molécules vers un liquide ou vers une denrée alimentaire. Donc, on peut, en ayant ces données disponibles, réaliser des modélisations, ce qui peut, là aussi, être d'intérêt par rapport à de la prédiction. Donc, simplement pour aussi insister sur le fait que c'est vraiment un travail qui peut nécessiter beaucoup d'engagement et qui peut être complexe, c'est que par exemple, là, sur mon produit d'intérêt, je peux avoir 5 fournisseurs et qu'en fonction des fournisseurs, les données qui vont être disponibles ne seront pas forcément les mêmes. Par exemple, mon fournisseur 1 va me donner une liste assez exhaustive avec de la précision sur des molécules soumises à restriction. Donc, on va dire quelque part, la gestion pour cette pièce-là va être relativement, je dis bien relativement simple. En revanche, mon fournisseur 2, il peut être un peu moins enclin à me donner des informations. Et là, pour le coup, je peux me trouver avec des défauts d'informations et je peux éventuellement dire à un laboratoire, dites-moi ce qui est présent dans mon bouchon à ce niveau-là de la pièce. Mais pour le laboratoire, ça va être extrêmement compliqué parce que là, on va devoir aller rechercher de l'inconnu. Et quand on va rechercher de l'inconnu, on va se heurter à quelle méthode analytique je mets en place, qu'est-ce que je vais pouvoir identifier avec les réserves d'identification. Est-ce qu'on dispose de l'étalon pour pouvoir faire de la quantification? Donc, tout ça va amener un certain nombre d'investigations qui peuvent être longues, complexes, et puis qui peuvent aussi se heurter à un défaut. On ne sait pas analyser cette matière, on n'a pas d'étalon. Donc, on peut aussi être frustré par rapport, quelquefois, à la présence de substances dans nos produits. Donc, on sait que tout ça, ça fait partie de défis que nous, on peut avoir, qu'on peut avoir au niveau du laboratoire. Mais ce que je voulais aussi vous donner comme message ou comme réflexe, c'est que tout ça, c'est de l'échange, c'est du partage d'informations et que plus nous, en tant que professionnels du laboratoire, on dispose de données d'informations, plus simple sera la mise en place de la stratégie analytique que vous a développée Delphine tout à l'heure. Alors, à IPC, on a des laboratoires d'analyse. Voilà, on a des laboratoires d'analyse, mais on ne se limite pas à ça, puisque IPC est engagé et est membre de l'AFNOR pour pouvoir justement être très actif dans des programmes de normalisation. Donc, depuis juillet 2023, notre collègue Catherine Collin est présidente du comité de normalisation, le CEN TC 422, qui régit les substances réglementées dans les produits. Donc, c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans un domaine qui permet justement de gérer au niveau national, voire européen, les besoins des uns et des autres, à la fois des industriels, mais aussi des laboratoires qui peuvent proposer de la prestation. Et les travaux portent sur les méthodes d'analyse des substances réglementées pour pouvoir justement proposer des solutions qui soient harmonisées et qui permettent justement d'avancer de manière un peu plus sécurisée par rapport aux résultats qui sont ensuite donnés dans les rapports. Donc, les deux groupes actifs actuellement, il y en a deux. Un sur les PAH, donc les polycycliques aromatiques hydrocarbone, et puis le nouveau, c'est le groupe de travail 2 qui est plus sur une notion de screening, ce dont vous parlez Delphine tout à l'heure, mais un screening qui est plutôt ciblé sur l'analyse des phtalates. Donc voilà pour le rôle d'IPC. Je tenais aussi à vous inviter de manière chaleureuse à nos rencontres qui vont avoir lieu sur notre site de Clermont-Ferrand dans 2 semaines, le 28 octobre. Donc, on va tous ensemble, l'équipe de Clermont, se mobiliser pour pouvoir apporter des informations soit sous forme de conférence le matin, soit sous forme de visite guidée de nos installations l'après-midi sur tout ce qui peut concerner la sécurité des plastiques et aussi sur la durabilité.
Alors, on a bien évidemment invité tous nos collègues qui sont sur les autres sites et qui pourront, sous format de stand, vous apporter des informations pertinentes sur la conception, sur l'éco-conception, sur du développement plasturgique, du développement de matériaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, il y a encore des places disponibles. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous interroger. Eh ben, j'espère qu'on a pu vous apporter des données, des informations et des solutions. Alors, on est bien conscient que ce monde de l'analyse de substances est extrêmement vaste, qu'aujourd'hui, on en est dans ce qu'on vous propose qu'une petite goutte d'eau dans un domaine qui est extrêmement complexe. Bon, néanmoins, on souhaitait quand même enclencher les discussions et les échanges. Et si vous souhaitez aujourd'hui nous poser des questions ou si vous voulez par la suite nous contacter, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Par rapport aux questions qu'on a pu avoir ou par rapport aux remarques, on a pu avoir une remarque concernant le fait qu'on n'avait pas parlé forcément de tous les référentiels, de toutes les réglementations qui pouvaient régir tous les secteurs d'activité. Donc ça, Delphine, bien évidemment, s'en est excusée. Être exhaustif, ça peut être extrêmement compliqué. Donc oui, dans le domaine de l'automobile, il existe des choses très, très particulières. Hein. Le sujet a été abordé. Mais c'était aussi pour vous donner un certain nombre on va dire un champ d'application assez complet. Ensuite, on nous demandait ce qu'était les POP. Dans les POP, c'est des familles, hein, c'est une famille des polluants organiques persistants, hein, qui sont caractérisés par des propriétés de persistance, hein, que ce soit dans l'environnement, qui sont aussi caractérisés par des propriétés de bioaccumulation et qui ont une toxicité avérée et qui ont aussi une capacité à être extrêmement mobiles. Alors, par rapport au sujet, alors, on parle de substances, mais il est possible de quantifier la présence d'autres polymères au sein d'un polymère, je pense au recyclage. Alors, pour cette question, il y a une question aussi sur le est-ce que si on est conforme à REACH, est-ce qu'on peut on est de facto conforme à RoHS? Non, parce que le cadmium n'a pas le même seuil réglementaire par rapport à RoHS ou REACH. RoHS, c'est inférieur à 0,01%, je crois, et pour les VHC, c'est 0,1%. Donc, le cadmium, déjà, n'a pas le même seuil réglementaire. Et autant pour REACH, pour RoHS, c'est assez simple, parce qu'il y a une listing de molécules à vérifier la teneur. Donc là, c'est facile d'avoir une conformité. REACH, il y a différentes choses. Il y a la liste des SVHC, mais il y a aussi toutes les obligations de communication auprès des différents acteurs ou fournisseurs des substances. Et après, il y a tout l'enregistrement des substances qui sont utilisées dans vos matières. Donc, REACH n'est pas que lister les SVHC, il y a beaucoup plus d'enjeux réglementaires derrière. Donc, on ne peut pas répondre conforme à REACH, oui, conforme à RoHS. Donc, il y a des précautions à prendre par rapport à ça. Pour REACH et POP, c'est pareil. Tous les polluants organiques persistants ne sont pas tous c'est vraiment de l'alimentation à part, donc il faut répondre aux réglementations comme si c'était séparé, même s'il y a des similitudes. Pour l'histoire d'identifier la part de plastique recyclé dans un polymère type polypropylène, je pense, alors, mais je ne suis pas la plus à même de répondre, mais je pense par infrarouge, on peut, ou par moyen thermographique. Non, pas de recycler. On peut avoir de matériaux, oui, mais le recycler, non. Après, en infrarouge, il y avait des études qui portaient là-dessus il y avait des différences qui pouvaient être vues par mais ça, à affiner, ça dépend après du taux de recyclé, mais il faudrait qu'on se renseigne là-dessus. Je ne sais pas, peut-être à même de répondre là-dedans. Ce sera plus on appelle de l'infrarouge ou de la thermogravimétrie, mais il peut y avoir des différences de composition, mais ce sera à affiner. Et après, il y avait une question sur, on parle de substance, mais il était possible de quantifier la présence de polymères.
C'est ça, c'est cette voilà. chose que tu as bien à répondre. Voilà, voilà c'est bon. Quantifier la présence de PS ou PHD, donc ça, oui, après peut-être qu'en exclusion stérique aussi, on aurait des solutions, mais il faudrait toujours, voilà, c'est au cas par cas par rapport aux teneurs visées, parce que si on a 0,01% du PS dans du PP, ça va être compliqué de le voir. Mais on pourrait réfléchir à la question. IPC propose une analyse de conformité à REACH. Alors, pour les SVHE, on y travaille pour pouvoir donner un résultat des 235 SVHE, mais pour l'instant, on est en phase de développement, donc on n'est pas prêt tout de suite, mais on devrait être prêt en 2024. Pour les PFAS, on va poser un projet d'action collective sur cette thématique-là, mais c'est pareil, la PFAS représente de nombreuses molécules et des milliers de molécules, donc on veut s'y intéresser, mais pour l'instant, on n'est pas encore opérationnel là-dessus. Et après, pour HeroHS, par contre, on a les moyens analytiques pour répondre à HeroHS à ce jour. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Bon, de toute façon, on refera le point des questions et on pourra répondre aussi après par écrit. On était ouf. Est-il un moyen de remettre la présence d'un COV? Il y a quelque chose sur les produits recyclés. l'analyse de COV, donc ça, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Alors après, les relier, c'est plus compliqué. Les COV a des défauts. Alors, comme les COV, bon, sont très volatiles et font du mal, mais en comparaison à différentes matières avec ou sans défaut, on ne pourra pas mettre en évidence des COV, mais ça dépendra vraiment de quel défaut vous parlez et quelle typologie de défaut c'est du visuel, c'est des défauts matière à voir, mais ça, c'est aussi pareil aussi à regarder de plus près. Et est-ce qu'on a toutes les questions? Bon, après, il y a des choses par rapport au l'IAS. L'IAS, c'est un vaste sujet. Hein, donc, les réglementations, elles tiennent pas forcément toutes, elles parlent pas forcément toutes des NIAS. Hein, en tant que telles. Voilà. Voilà, par rapport à ça, que tous les réglementations ne tiennent pas compte des NIAS, la maîtrise de la formulation, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Après, la présence des NIAS, elle peut être particulière en fonction de l'application. Donc, dans le domaine de l'emballage alimentaire, en particulier, cette recherche et cette maîtrise, elle est clairement identifiée. Donc là, il y a vraiment de l'engagement et de la signature de la personne qui met sur le marché l'emballage vis-à-vis de ces sujets. Après, en fonction des secteurs, en fonction des activités, les exigences ne sont pas forcément les mêmes et la maîtrise de la formulation n'est pas forcément la même non plus. Après, une question sur la migration normalisée sur les métaux lourds. Alors là, c'est ce qu'on vous présentait, c'est la migration spécifique. Là, on met en contact l'emballage avec un simulant. Généralement, c'est du coup l'acide acétique qui est le plus sévère par rapport à ces éléments chimiques-là. Et après, on vient traiter le plomb, le cadmium et le chrome dans le simulant. Donc ça, c'est possible. Est-ce que le sujet de biodégradation sera abordé le jour de la porte ouverte? Oui, bien sûr. Oui. Il y aura la visite des laboratoires, une présentation faite par le collègue Lucine Chacun. Donc, il y aura effectivement cet axe-là qui sera abordé, c'est une partie intégrante de l'activité à Clermont-Ferrand. Alors, pour l'histoire de HeroHS, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas du tout d'informations. Ça va être le faudrait qu'on regarder ce que dit la réglementation chinoise. Alors, que faire si nous avons des POP? Alors, bon, les POP, c'est compliqué. Il faudrait cibler déjà quel type de POP vous auriez, déjà faire une petite synthèse pour essayer de rechercher réellement ou quantifier les substances. Comme je disais, il y a 300 substances POP, donc vous n'allez pas regarder les 300 substances POP, il faut cibler les familles d'intérêt ou les familles potentiellement présentes dans vos articles pour pouvoir après les quantifier. Pour la base Polyméo, dans tous les cas, quand vous avez en plus attaché le PDF, vous avez son mail pour Polyméo et Raphaël Crobier. Donc, dans le PDF, vous avez son mail.
Donc ça, Colette a répondu pour les liasses. À ce jour, les emballages contenant de la matière VP sont totalement conformes. Non. En fait, la date. Non, parce que pour ça, pour répondre à tout ça, il faut avoir la composition chimique précise du recyclé et après, faire des tests après de conformité par rapport à sa réglementation. Donc ça, c'est au cas par cas. Il y a des matières recyclées qui sont déjà conformes à REACH et réglementation CLP avec des fiches de sécurité qui sont adéquates. Mais là, effectivement, ça existe, mais c'est pas toutes les matières ne sont pas forcément conformes à cette réglementation-là, et c'est cas par cas, et c'est en fonction des productions et des fiches techniques FDS de la matière. Donc ça, c'est pas à 100% vrai. Alors après, comme je disais, pour REACH, attention, c'est pas pour autant qu'on a une SVHC que le matériau est non conforme. C'est pas ça, c'est qu'en fait, attention, derrière, c'est qu'il y a des obligations de communication. Donc, faut pas. Il y a vraiment des précautions à prendre par rapport au seuil réglementaire, c'est qu'un seuil réglementaire impose des obligations de communication. C'est pas pour autant que la matière est non conforme à l'usage. Après, peut-être aussi préciser que emballage, c'est vaste, hein. Tout n'est pas emballage alimentaire. Donc, j'emballe des tubes de colle ou j'emballe un steak, on n'aura pas évidemment les mêmes exigences. Aujourd'hui, recycler et emballage alimentaire, ça ne fait pas forcément bon ménage, hein. On est quand même dans des investigations, on est quand même dans des notions de défi, avec quand même des réserves réglementaires qui sont encore en cours de précision. Le dernier règlement date de 2022, c'est ce que vous disiez Delphine tout à l'heure, et il est extrêmement dense, avec un certain nombre de preuves à apporter et de transparence à avoir. Donc là aussi, on est vraiment dans du défi, dans du défi analytique aussi. Donc voilà, l'emballage, c'est un monde très vaste et tout n'est pas régi par l'emballage alimentaire, bien évidemment. Donc c'est en fonction du secteur qu'on pourra vous apporter la réponse. Alors, je crois qu'on a répondu à toutes les questions, je crois. Oui, bon, on les a passées en revue, alors peut-être de manière plus ou moins approfondie. Donc, on pourra, le cas échéant, revenir pour vous apporter des précisions si tel est le cas. On est évidemment aussi disponible avec Delphine pour recevoir vos questions en privé. Ah, ça, il n'y a pas de souci, hein. On vous a mis nos coordonnées mail et nos coordonnées téléphoniques. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez avoir des précisions ou si vous voulez échanger sur ce sujet. Merci à vous en tout cas. Et, merci de votre attention. J'espère que ça vous a apporté des informations complémentaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Non, c'est bon, c'est moi qui avais coupé le micro, pardon. Ça va, c'était un super webinaire. Ça va, ça a été? T'es compréhensif? Ouais, compréhensible? Oui. À mon niveau, j'ai un peu compris, mais ça... je pense qu'ils ont mieux compris que moi, ils s'y connaissent peut-être un peu mieux. Bon. Sinon, ouais, très bien. Du coup, j'ai récupéré les questions. Et puis, je vais renvoyer le replay dans la foulée. D'accord. Je pense. Ou demain matin. Et ouais, ok, ça marche. Après, est-ce qu'on répond après à chaque
Alors peut-être qu'on pourra apporter, tu vois, pour les gens qui posent des questions sur les PFAS, sur les normes, ça, je pense qu'on peut leur apporter des réponses un peu plus précises. Et puis c'est l'occasion de. Et puis je pense que pour le recycler, j'ai vu une publication sur l'infrarouge où tu arrives à faire la différence. C'est plus pertinent qu'elle fait ça. Et on regardera ça de plus près, parce que c'est vrai que comme ça à chaud, c'est. Moi, je quitte là. On peut quitter, oui, Marc. Voilà. Oui, normalement, j'ai terminé. Comment c'est pour arrêter? Comment c'est Et juste sur la croix. La croix? Ah, c'est con, moi.